Bonjour. Alors, nous avons aujourd'hui un programme assez chargé, puisque vous voyez ce dont il s'agit. Bien évidemment, je ne vais pas essayer de résumer ni la vie ni la doctrine de Kukai, mais simplement essayer de le placer dans son contexte, je dirais toujours, excusez-moi d'employer cet adjectif constamment, son contexte langagier qui nous intéresse, puisque, comme nous l'avons dit au dernier cours, nous nous proposons cette année d'étudier un opuscule fondamental pour l'intelligence du processus qui a mené les moines poètes médiévaux du Japon à mettre leur langue non seulement au niveau de la langue chinoise, mais à lui accorder dans ce que nous pourrions appeler l'économie du salut bouddhique une place équivalente au sanskrit, c'est-à-dire suprême. Cet opuscule est l'œuvre de Kukai, l'un des plus célèbres religieux japonais. Et avant que d'aborder cet écrit, il ne sera peut-être pas superflu de rappeler qui il était et de donner un bref aperçu de son œuvre. Cela nous prendra 2 cours. L'opuscule en question, c'est bien sûr le Shōjiji Sōgi, n'est-ce pas, que je traduis provisoirement par le sens des phonèmes, des graphèmes et de la réalité, ou de l'aspect réel plus exactement. Mais situons d'abord ce contemporain de Charlemagne dans son époque. Il a 20 ans lorsqu'en 794, la capitale du Japon, qui avait été brièvement déplacée à Nagaoka en 782, après avoir été installée à Nara en 710, fut transférée à Heian-kyo, aussi appelée Kyoto, qui veut dire simplement la capitale, que les missionnaires chrétiens de la fin du XVIe siècle connaissaient sous l'appellation de Meako, qui est la prononciation du to de Kyoto, n'est-ce pas, Miyako, la capitale. C'est transformé en portugais, en latin et en espagnol par Meako, qui est indéclinable en latin pour ceux que ça intéresse. Si la période de Nagaoka n'était due qu'à un accident de l'histoire, puisque c'était le fait que l'empereur Kammu, qui régna de 782 à 805, l'eut choisi pour résidence le temps de décider de sa future capitale, l'empereur Kammu donc, on sait que cette nouvelle capitale de Kyoto, donc en revanche, fut construite selon le plan très géométrique de Chang'an, la capitale de l'Empire des Tang, qui avait atteint alors l'apogée de son rayonnement culturel dans l'ensemble de l'Extrême-Orient. Dans l'intention sans doute de réunir dans un accès d'enthousiasme sinophile les attributs de tous les grands lieux historiques chinois, la nouvelle capitale fut aussi affublée, si l'on peut dire, très tôt et jusqu'à nos jours, comme surnom poétique ou littéraire du nom de l'autre grande cité historique chinoise, Luoyang, Rakuyo, prestigieuse capitale des Han postérieurs et capitale secondaire des dynasties Sui et Tang. Encore maintenant, on appelle donc Kyoto est à la fois modelé sur Chang'an, et on lui donne le nom de Rakuyo, c'est-à-dire qu'elle cumule les deux grandes capitales chinoises. C'est encore utilisé à Kyoto, dans les restaurants, etc. On sait qu'à la fin du 8e siècle, le bouddhisme japonais était presque entièrement dominé par les grands monastères de Nara, solidement implantés et renforcés depuis le milieu du siècle par la grande réforme disciplinaire, si l'on peut dire, du Vinaya, donc du Kaiditsu, provoquée par la venue en 754, venue commanditée par la cour japonaise du moine chinoise Ganjin en japonais, Jianzhen en chinois, et de ses disciples, qui s'installèrent d'abord au Tōdaiji, fondé en 745, mais dont la cérémonie d'inauguration du Grand Bouddha avait eu lieu en 752, avant de prendre leur quartier au Tōshōdaiji en 759. Tōshōdaiji, qui, comme vous le voyez, signifie littéralement le temple de l'invitation des Tang ou des invités des Tang. Alors que le but essentiel de l'invitation de religieux au Japon était le désir d'établir enfin une ordination et un centre d'ordination, Kaidan, conforme à la doctrine, à la stricte discipline monastique, ce qui ne s'était jamais fait jusqu'alors. N'est-ce pas, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je pense, jusqu'à la venue de Ganjin, il n'y a pas eu d'ordination valable au Japon, selon la discipline bouddhique. Comme vous le savez, à l'époque de Shotoku Taishi, donc au début du 7e siècle, les religieux et les religieuses allaient se faire ordonner, selon les règles doctrinales, en Corée, n'est-ce pas, à Kudara.
Et puis ensuite, eh bien, pendant le reste du temps, il n'y a pas eu d'ordination. Et nous verrons, enfin, nous n'aurons peut-être pas le temps d'entrer dans les détails, mais nous verrons que cette grande période de stricte scolastique bouddhique, de stricte discipline bouddhique, n'aura duré que, disons, 50, 60, 70 ans au maximum, puisque les écoles de Kyoto que nous allons voir ont remis en question cette discipline. Enfin, ça a été la grande période de remise sur les rails du Vinaya, de la discipline bouddhique. Mais donc, en dehors de cet intérêt qui avait fait venir Ganjin au Japon, qui avait fait inviter Ganjin au Japon, puisque c'était un grand maître de la discipline, il était aussi versé dans les doctrines de l'école Tendai. C'était avant tout un moine du Tendai. Il avait apporté avec lui les grands traités de cette école, qui commencèrent donc à circuler dans les cercles monastiques dès cette époque. Donc, le grand essor du Tendai sera à partir du siècle suivant, mais les doctrines circulaient déjà, contrairement à l'ésotérisme de Kukai. Mais l'historiographie bouddhique japonaise lui reconnut avant tout la fondation de l'école dite de la discipline, Disshu, c'est ce que vous voyez ici. Le fait reste cependant que les principaux textes de la scolastique Tendai étaient à la disposition des lettrés japonais presque un demi-siècle avant leur importation beaucoup plus triomphale par Saicho au début du IXe siècle. Le Todaiji, en revanche, était le siège de l'école Kegon, fondée sur le sutra du même nom, le Kegon-kyo, l'ornement de splendeur, dont l'enseignement grandiose, fondé sur la révélation du Bouddha Mahavairochana, que nous retrouverons dans l'école des paroles de vérité, le Shingon-shu, fut toujours considéré comme suprême, même dans les écoles et sectes qui ne s'en réclamaient pas, le Tendai en particulier. Le Tendai n'est pas fondé sur le Mahavairochana Sutra, mais si l'on lit les textes de la scolastique Tendai, on verra que par-delà Shakyamuni, par-delà le Bouddha historique, le Bouddha suprême est Mahavairochana. Et pas dans les textes ésotériques, mais dans les textes exotériques aussi. C'est quelque chose à laquelle on ne fait pas assez attention. Le Kegonshu joue un rôle continu, quoique d'ampleur variable, tout au long de l'histoire du bouddhisme japonais. Il en va de même d'une autre école importante, celle du Hosso, le Hossoshu, qui veut dire littéralement la marque des entités, la marque des phénomènes, les marques caractéristiques des phénomènes, fondée sur les enseignements de la réalisation du rien que conscience, le Joyo Ishikiron, fondé sur les commentaires indiens d'un traité du même Vasubandhu, Seishin, que nous avons déjà rencontré comme l'auteur de la somme dogmatique intitulée Abhidharma Kosha, et qui est considéré au Japon comme représentant des enseignements fondamentaux du petit véhicule. Converti au grand véhicule par son frère Asanga, Mujaku, dont on connaît les statuts du Kofukuji, n'est-ce pas? La statue du Kofukuji, il rédigea ce traité, le Joyo Ishikiron, que le grand Xuanzang recomposa en chinois à partir des commentaires indiens et qui devint la base du courant noétique du bouddhisme sino-japonais. Donc la base du traité, la base de ce Joyo Ishikiron et de Seishin, de Vasubandhu, il y a eu une compilation de commentaires indiens que Xuanzang, à son tour, a recompilé, ce qui en fait en fin de compte une œuvre originale, n'est-ce pas? On se rappellera du cours de l'an passé que le Kofukuji, temple du clan des Fujiwara, avait pour pendant le Kasuga Jinja, donc le pendant Shinto, n'est-ce pas, le sanctuaire Shinto, qui joua un grand rôle dans la poésie des dieux et dans l'idée de la base foncière et des émanations, le Honji Suijaku, qui est en quelque sorte le bruit de fond de tout ce cours, n'est-ce pas, l'assimilation entre les Bouddhas et les dieux japonais. Bien que nous n'ayons pas ici le temps de les exposer une à une, il nous suffira de rappeler que les écoles de Nara, regroupées sous l'appellation des 6 écoles de la capitale du Sud, Nanto Rokushu, et considérées comme une entité unique, représentaient désormais, au moment du transfert à Heian-kyo, le bouddhisme traditionnel, support du conservatisme religieux et adversaire privilégié des courants innovants qui verront le jour dans la nouvelle capitale. D'autant plus que le pouvoir impérial les empêchait de s'y transporter, n'est-ce pas? On parle toujours de l'aspect conservateur et passéiste des 6 sectes, des 6 écoles de Nara. Il faut savoir aussi que le pouvoir impérial ne voulait pas justement les avoir sur le dos, si je puis dire, et les empêchait de se transporter à Heian-kyo. Je crois avoir déjà fait remarquer que cette vue sur les écoles anciennes, courante dans l'historiographie bouddhique japonaise, est certes étayée par le déroulement des événements,
est cependant quelque peu trompeuse. Si l'on considère que dans l'histoire du bouddhisme chinois, les grandes écoles Huayan, donc Kegon et Fa Xiang, Hosso, représentaient en fait des créations plus récentes de la dynastie des Tang. Là, il y a une sorte de trompe-l'œil en quelque sorte. Et que c'était elles qui véhiculaient les doctrines plus modernes, alors que le Tendai, le Tiantai et les courants de la terre pure, Zhou-Do, étaient nettement plus anciens. Le bouddhisme chinois qui s'était transporté, qui s'était imposé au Japon au 7e, 8e siècle, était le bouddhisme moderne de l'époque. Et ces courants que l'on présente après comme novateurs sont en réalité des courants plus anciens en Chine. Donc ce qui est moderne au Japon était ancien en Chine en quelque sorte. Seul l'ésotérisme pouvait être vu comme une apparition récente dans le domaine chinois. Et nous verrons qu'il emportera presque tout sur son passage, beaucoup plus au Japon qu'en Chine. Quoi qu'il en soit, nous dirons pour simplifier que la légitimité bouddhique, symbolisée par le droit de transmettre les ordinations monastiques, s'était solidement implantée, mais pour un temps fort bref, à Nara, et que les temples de l'ancienne capitale entendaient maintenir leur position privilégiée. Puisque, aux yeux du pouvoir et même du peuple, la vraie transmission, ce sont les ordinations, n'est-ce pas, les ordinations monastiques. Et avoir le droit de posséder un centre d'ordination, une estrade d'ordination, comme on dit, kaidan, était la marque de la reconnaissance officielle. Et vous savez peut-être, ou nous n'allons pas entrer dans les détails, l'une des grandes revendications, si l'on peut dire, des nouvelles écoles de Heian sera d'avoir leur propre centre d'ordination. Avant d'aller plus loin, il ne sera pas inutile, toujours en raison de notre enquête, de faire un bref point sur la situation linguistique du Japon au moment du transfert de la capitale. Il faut la considérer de deux points de vue, cette situation. Tout d'abord de la langue japonaise proprement dite, ensuite du point de vue de la langue chinoise, ou plutôt de la langue sino-japonaise du Kambun. Celle-ci devant à son tour se diviser en deux domaines. La langue sino-japonaise, c'est-à-dire, mais cette fois considérée du point de vue chinois, c'est-à-dire la lecture phonétique, et la lecture en langue japonaise, le kundoku. Cela nous permettra de mieux apprécier la place de Kukai. La lecture phonétique étant ondoku, la lecture explicative, la lecture en japonais étant kundoku. Du point de vue, il faudra là mettre en suspens nos idées reçues sur ces deux lectures, puisqu'à l'époque la situation était, semble-t-il, très différente, bien que l'on n'ait pas de choses très concrètes pour prouver ce que je vais essayer de dire, mais ce sont des faisceaux de présomption. Du point de vue de la langue japonaise elle-même, ce tournant du 8e au 9e siècle, pour être appelé sans trop d'exagération, de la langue japonaise donc écrite, pour être appelé sans trop d'exagération une zone de vide. Nous n'avons aucun monument important du japonais pur qui date de cette époque. Comme nous l'avons vu les années passées, par monument de la langue, il faut entendre à date ancienne les grands recueils poétiques, qui seuls étaient écrits phonétiquement et s'identifient de façon manifeste comme japonais. Nous laisserons donc de côté les édits impériaux, semmyo, je n'entre pas dans les détails, rédigés dans une écriture mixte, comme par exemple dans le Shokunihongi, n'est-ce pas, datant de la fin du 8e siècle. Donc ce sont des inserts en quelque sorte. Ce ne sont pas des textes, indépendants, ils sont mis dans des chroniques rédigées en chinois. Et contenant, donc, le Shokunihongi contient des textes rédigés durant tout le siècle. De même que les norito, n'est-ce pas, aux prières rituelles, probablement plus anciennes, qui sont aussi conservées de façon disparate, et les monographies locales, les fudoki, plus anciennes aussi, qui remontant les unes comme les autres au début du siècle au plus tôt. Ce qui fait que le monument le plus imposant de la langue japonaise et le plus proche de l'époque qui nous concerne est très certainement le Manyoshu, qui est le recueil des myriades de feuilles, que je traduis comme cela en choisissant le sens qui nous est le plus compréhensible. Donc, nous avons déjà vu l'an passé comme la référence presque mythique, rejetée dans un âge d'une antiquité démesurée, incommensurable avec la réalité, puisque bien que nous n'en connaissions pas la date de rédaction, on parle le plus souvent des environs de 759, grosso modo, donc la moitié du 8e siècle. Les 4500 poèmes environ qu'il contient s'étendent pour la plupart sur un siècle et demi, de 600 à 759. Le dernier poème daté du Manyoshu étant 759, on pense que la compilation a eu lieu vers cette année-là.
Le système d'écriture qui est utilisé, les Manyōgana, est pratiquement le même que celui que l'on trouve déjà dans le Kojiki de 712. Je ne reviens pas là-dessus. Un autre recueil, pratiquement contemporain du Manyoshu, bien que considérablement plus restreint, est connu sous le nom de Bussokuseki no Uta, les poèmes sur l'empreinte du pied du Bouddha, série de 21 poèmes bouddhiques d'un maître proche du waka, donc c'est 57577, plus un vers de plus, n'est-ce pas, donc c'est 777, gravé sur une stèle accompagnant un rocher sculpté du pied du Bouddha au Yakushiji de Nara, datable aussi de 753. Après ces recueils, qui sont en dehors de notre périmètre, le terminus aquo, si vous voulez, après ces recueils, il faut attendre 905, donc presque 150 ans, avec la publication du Kokin Wakashu, les poèmes japonais d'autrefois et d'aujourd'hui, pour trouver une nouvelle production littéraire considérable en langue japonaise. Notée cette fois dans une écriture qui, si elle n'est pas différente en son principe des Manyōgana, en représente assurément une simplification étonnante. Le waka y trouve sa forme classique définitive. La différence avec les Manyōgana, sans revenir en détail sur la question, est que les Japonais se sont affranchis alors du besoin, du désir de faire ressembler l'aspect de leur langue écrite à la langue chinoise. Jusqu'à maintenant, si on voyait le Manyoshu de loin, si vous voulez, on pensait que c'était écrit en chinois. Ce n'était pas du tout, bien sûr. De même que pour tous les poèmes chinois inclus dans les histoires dont je vous ai parlé tout à l'heure, tous les poèmes japonais, ils sont écrits en langue japonaise, ils sont parfaitement phonétisés, mais ils ont l'allure de textes chinois. On peut se demander quel est l'agent rationnel qui les a menés à cette libération, au moins extérieure, d'apparence de la culture chinoise, dont l'écriture est le plus évident symbole. Et l'on se doute aussi que l'une des réponses possibles qui sera apportée à cette question sera liée au texte de Kukai qui nous intéresse. Si nous sommes donc, pour ce qui est de la littérature en langue japonaise, dans une zone de vide, il n'en va pas du tout de même pour la littérature sino-japonaise, la littérature en kanbun, ou en chinois classique. Nous allons voir qu'à cette époque, il y a une importante distinction à faire. Nous sommes au contraire dans une époque très productive, que ce soit du point de vue de la littérature ou de l'historiographie. Pour ce qui est tout d'abord de la poésie, nous avons déjà vu, l'année précédente, nous avons déjà vu le recueil de poèmes sino-japonais à peu près contemporain du Manyoshu, intitulé Kaifuso, ou Poème du souvenir, de 751. Mais nous avons plus tard trois autres recueils importants de kanshi, de poèmes chinois, écrits par des Japonais. Tout d'abord le Ryōunshu, Au-delà des nuages, pourrait-on traduire, compilé en 814 sur l'ordre du grand empereur de Heian, Saga, le fils de Saga Tenno, donc le fils de l'empereur Kammu, et sous la responsabilité de Ono no Minemori et Sugawara no Kiyokimi. Donc, ce sont des gens eux-mêmes déjà assez importants dans la culture japonaise, mais aussi par leur lignée, n'est-ce pas, puisque Ono no Minemori est le père de Ono no Takamura, qui est un grand lettré de la génération suivante, dont l'un des textes principaux nous occupera l'année prochaine, mais je n'en dis pas plus pour l'instant, et Sugawara no Kiyokimi, qui est lui le grand-père de Sugawara no Michizane, que nous reverrons à l'extrême fin de ce cours. Ne comprenant qu'un fascicule, le Kaifuso rassemble 90 poèmes de 23 auteurs, écrits à partir de 780 environ. Vous voyez que dans cette zone de vide du japonais commence la zone de plénitude du chinois. Vient ensuite le Bunka Shureishu, qu'on pourrait traduire par les splendeurs éclatantes de la littérature, toujours commandité par Saga, et regroupant en 3 fascicules 148 poèmes de 26 auteurs, mais où l'empereur Saga lui-même a la part belle, sous la responsabilité de Fujiwara no Fuyotsugu, n'est-ce pas, un homme politique important de l'époque. Mentionnons enfin le Keikokushu, les recueils pour la direction du royaume, dont il ne subsiste plus que 6 des 20 fascicules d'origine. Compilés sous la direction de Yoshimine no Yasuyo, il regroupait textes en prose et poèmes du début de Heian, y compris quelques pièces de Kukai. À ces 3 recueils sino-japonais devraient bien sûr s'ajouter d'importantes œuvres littéraires de Kukai que nous évoquerons plus tard.
Kukai fait partie, bien sûr, de cette vague chinoise. On voit ainsi qu'en contraste flagrant avec l'absence d'entreprise éditoriale de langue japonaise, l'expression littéraire chinoise tenait le haut du pavé. Cela est encore plus flagrant si l'on considère le reste du siècle, après la disparition de Kukai, où l'on compte encore au moins 4 recueils poétiques importants sino-japonais avant la compilation du Kokinshu. Donc, vous voyez, c'est une période littéraire importante, mais pas en langue japonaise. Il ne faut pas non plus oublier l'historiographie, encore exclusivement d'expression chinoise, avec le Shoku Nihongi de 797, le Nihon Koki de 840, sans compter 3 autres histoires qui nous mènent à 901. À cela doit s'ajouter l'énorme production en sino-japonais issue du pinceau des moines bouddhiques. Le premier qui vient évidemment à l'esprit pour la période est Saicho, 767-822. Ne me chicanez pas sur la date de naissance de Saicho, je ne vais pas prendre position sur ce problème très important, mais qui n'est pas décisif pour nous. Donc, qui est Saicho, donc, qui est le grand et d'un certain côté le malheureux rival de Kukai, qui a laissé un nombre appréciable d'ouvrages de portée exclusivement religieuse, à la différence de Kukai, et qui se sont moins diffusés donc en dehors de l'école, mais qui eurent une influence durable. Les écoles de Nara continuaient de dominer la vie intellectuelle, et les polémiques qui surgirent lorsque les nouvelles écoles rapportées de Chine aspirèrent à l'autonomie leur insufflèrent une nouvelle vigueur, comme on le voit dans l'œuvre de Tokuitsu. On n'est pas sûr de ces dates, mais grosso modo, c'est donc 780, 800, 820, n'est-ce pas, quelque chose comme cela, 820 ou 830. Donc Tokuitsu de l'école Hosso, qui combattit les idées du Tendai exprimées par Saicho, et aussi les doctrines de Kukai. C'était un adversaire de ces écoles innovantes. Un excellent exemple de ce climat bouillonnant est l'ensemble de textes compris sous l'appellation globale des 6 ouvrages sectaires de l'époque de l'ère Tensho, n'est-ce pas, Tensho Roppon Shusho, l'ère Tensho étant comprise entre 824 et 830, qui était le fruit de l'ordre de l'empereur Junna, fils de l'empereur Saga, l'ordre donné aux 6 écoles principales de l'époque de présenter à la cour un compendium de leur doctrine. Remarquons que ces 6 écoles ne sont plus les 6 écoles de Nara, ce qui est tout à fait caractéristique. Nous avions les Nanto Rokushu, n'est-ce pas? Maintenant nous avons les Rokushu, mais le contenu est un peu différent. Puisque c'est à présent le Sandonshu, le Hossoshu, le Sandonshu dans l'école des 3 traités qui pourrait paraître comme la plus philosophique puisqu'elle est consacrée aux traités rédigés par le grand philosophe, philosophe bouddhique, si l'on peut dire, Nagarjuna, n'est-ce pas, Ryuju, et son disciple Daiba. Donc, ce sont des traités, c'est fondé sur des traités. Le Hossoshu, donc, que nous avons vu, le Kegonshu, fondé sur le sutra de l'ornement de splendeur, le Kegonkyo, et le Risshu, l'école de la discipline, donc pour Nara. Donc, disparaissent de la nomenclature, si l'on peut dire, le Jojitsushu et le Kushashu. Ce sont 2 sectes mineures d'un certain côté, mais qui sont considérées comme des sectes accueillies, Gushu, l'une dans le Sanmon et d'autres dans le Hosso. Enfin, ce sont des petits détails qui sont importants pour l'histoire de la pensée bouddhique, mais qui ne nous intéressent malheureusement pas pour l'instant. Et donc, en dehors de ces 4 écoles de Nara, vous avez les 2 nouvelles écoles de Heian, le Tendai et le Shingon. Même les genres littéraires, dont on pourrait penser qu'ils seraient de par leur nature même rédigés en langue japonaise, comme ce que l'on appelle en japonais Setsuwa Bungaku, c'est un terme moderne, n'est-ce pas, la littérature édifiante bouddhique, ce sont les contes bouddhiques qui vont faire florès à partir de l'époque de Heian. Le plus connu, l'un des plus anciens et l'un des plus connus, c'est évidemment le Konjaku Monogatari Shu, n'est-ce pas, mais ces Setsuwa bouddhiques sont transmis en chinois classique, bien que fortement japonisés. C'est le cas du premier grand recueil d'histoire bouddhique illustrant les bonnes et mauvaises rétributions, ce qu'on appelle en abrégé le Nihon Ryoiki, les chroniques surnaturelles du Japon, si vous voulez, rédigé par Keikai ou Kyokai, un moine du Yakushiji. Ce temple du Hossoshu où se trouvaient, nous l'avons vu, ces poèmes japonais sur l'empreinte du pied du Bouddha. C'est amusant de voir que, enfin,
c'est une digression, mais le Nihon, on prononce parfois Nihon Reiki, n'est-ce pas? Et Keikai est aussi appelé Kyokai, ce qui montre l'ambiguïté des lectures de l'époque sur lesquelles nous allons revenir dans un instant. Nous le voyons donc, que ce soit en poésie, en prose, en histoire, en dogmatique, en narration, le sino-japonais, le Kambun, le chinois classique lu en japonais, règne en maître dans cette période allant de la fin de Nara au début de Heian, et même pour l'ensemble du IXe siècle, qui fut la scène de la vie et de l'œuvre de Kukai. La langue japonaise semblait complètement occultée, mais ce serait une erreur de penser qu'il en fut réellement ainsi. Il faut bien être conscient de ce qu'il s'agit uniquement d'un système d'écriture différent, qui cache le fait que la réalisation orale des textes en chinois classique, hormis les cas de récitation liturgique des sutras, s'opère avant tout en langue japonaise. L'époque de Heian, qui s'ouvre, voit l'essor, précédant immédiatement la diffusion de l'écriture syllabique, des signes de lecture. Kunten, totale transposition d'un texte rédigé en langue chinoise classique, de qualité variable selon les catégories de texte. Pardon. Donc, c'est un système qui se perfectionnera peu à peu au point de permettre la totale transposition d'un texte rédigé en langue chinoise classique. Mais cette période charnière voit aussi un autre grand changement dans l'oralité japonaise qu'il faut mentionner pour mieux comprendre l'œuvre de Kukai. En 792, au moment charnière du transfert de capitale qui se réalise en 794, se produit en effet au Japon ce qu'on pourrait appeler une manière de petite révolution culturelle. Le terme est peut-être un peu fort dans la mesure où il s'agit d'une révolution faite sur décret impérial, ce qui est plus rare, mais elle a certainement dû produire des remous considérables lors de sa mise en place. C'était une conséquence directe d'un changement qui s'était opéré dans la diplomatie japonaise à partir du 7e siècle, sa réorientation vers la Chine des Tang, au détriment de la péninsule coréenne, où le royaume de Silla, fondé en 57, prenait un empire de plus en plus important, conquérant les anciens royaumes de Pekche et de Koguryo, pour finir par unifier la péninsule coréenne autour de 660. Donc à partir de 660, la péninsule coréenne est unifiée dans le royaume de Silla, S-I-2-L-A, Shiragi en japonais. À partir de 630, donc, la cour japonaise a décidé d'envoyer directement en Chine des ambassades, des délégations à la fois diplomatiques et culturelles, chargées d'entretenir des rapports amicaux, qui se présentaient plutôt comme des démonstrations d'allégeance aux yeux des Chinois, plutôt que des rapports amicaux. Ce n'étaient pas des rapports d'égalité. Et chargées aussi de rapporter les produits chinois, les arts, les techniques, les livres qui manquaient au Japon. Ces rapports s'intensifièrent à la fin du 8e siècle et au cours du 9e, pour finalement s'interrompre en 814 en raison des désordres politiques qui accompagnaient le déclin de la dynastie des Tang. La dynastie des Tang, 618-907, mais en 894, les choses allaient déjà mal. C'est justement ces expéditions de la fin du 8e siècle qui attirèrent l'attention sur le grave problème de la prononciation de la langue chinoise, dont les textes formaient depuis toujours la base de l'éducation japonaise. L'éducation de haut niveau se faisait selon la prononciation phonétique du chinois. Et la transposition en japonais, kundoku, était un expédient. On a malheureusement quelques témoignages trop rares, mais il semble bien, et la nomenclature aussi des enseignants japonais des principaux établissements d'études, n'est-ce pas, les Daigakuryō, montrent bien qu'il y avait des enseignements spécialisés sur la prononciation chinoise, c'est-à-dire que l'on apprenait aux gens, aux lettrés, aux fonctionnaires, etc., à prononcer en chinois, c'est-à-dire que c'était censé être la prononciation de la Chine. Et puis, pour les gens qui n'allaient pas prendre une éducation spécialisée, comme par exemple les étudiants en médecine, eh bien, on privilégiait la transposition en japonais, le kunyomi, qui est très ancien, qui date certainement de l'époque de Nara, n'est-ce pas ? Et ce n'est que peu à peu que le kunyomi, donc la lecture explicative en japonais, a pris le pas, est devenu systématique à l'encontre de la lecture phonétique ondoku. Mais c'est justement là que le problème va se poser, puisque
les cours se faisaient sans doute en deux parties, donc l'une consacrée à la lecture phonétique, censée être chinoise, l'autre en la pseudo-traduction dite kundoku. Ce n'est pas vraiment une traduction, c'est une transposition en langue japonaise, mais qui ne peut pas faire office de traduction. Ce qu'on appellerait une traduction, maintenant, c'était plutôt des paraphrases à l'époque. Je ne reviens pas là-dessus. On peut s'en faire une idée dans la méthode dite Monzan Yomi, n'est-ce pas, excusez-moi, il manque un i ici, Monzan Yomi, qui connut un regain à l'époque d'Edo. Vous connaissez sans doute ce dont il s'agit. Vous lisiez un texte chinois en deux parties, d'abord en phonétique et ensuite en lecture kun. Évidemment, ça ne voulait absolument plus rien dire, mais ça créait des automatismes de lecture. Par exemple, lorsque les sutras, comme vous le savez, commencent par 4 caractères qui se lisent Nyosegamon en ondoku, en lecture phonétique, et qu'on lit Kaku no Gotoshi, Kaku no Gotoku ou Arekiku en lecture explicative. Le Monzan Yomi consistait à dire Nyose no Kaku no Gotoku, Gamon no Warekiku, n'est-ce pas? Donc vous voyez que ça hachait, ça analysait la phrase de façon telle qu'on n'y comprenait rien du tout, mais ça créait des automatismes de segment en segment. Kaku no Gotoku, Nyose, etc. Mais les envoyés japonais, cette fois, s'aperçurent vite que le chinois parlé à Chang'an n'avait aucun rapport avec la langue qu'ils croyaient avoir apprise et dont ils étaient très fiers, laquelle se fondait sur un mélange de prononciations provenant de la péninsule coréenne. Ce système de prononciation qu'on appelle Goon ou Waon. Alors vous pouvez imaginer la scène, n'est-ce pas, les envoyés japonais très fiers de leur connaissance des poèmes classiques chinois, de Confucius, etc., commençant à déclamer en ondoku, en lecture phonétique, et en voyant les Chinois de Chang'an rester parfaitement imperméables, pensant qu'ils parlaient japonais. Donc ça a été assez décourageant. Ils rapportèrent donc la nouvelle langue comme la prononciation réelle des textes classiques du curriculum. Il fallait changer et se mettre au parfum, se mettre à la longueur d'onde de Chang'an. Donc en 792, l'empereur Kanmu publia un décret qui imposa ce nouveau système phonétique, appelé Kan'on, donc, ou parfois Seon. Alors vous voyez, Gon, c'est-à-dire la lecture, bon, je ne reviens pas, la lecture ancienne, disons, c'est la lecture de Go, n'est-ce pas, mais qui était censée être un royaume chinois du sud de la Chine. En réalité, c'est une lecture parfaitement identifiable venue de Corée. Et puis Kan'on, donc la lecture des Han, des Kan, pris au sens de la Chine. Les Goon étaient appelés Waon, c'est-à-dire les sons japonais, et les Kan'on étaient rebaptisés Seon, la prononciation correcte. Donc, l'empereur Kanmu publia un décret qui imposa ce nouveau système phonétique appelé Kan'on dans toute l'administration, ce qui peut paraître normal, mais aussi dans toute l'éducation supérieure et dans les temples et monastères officiels. Désormais, les classiques chinois devraient être lus en Kan'on. Bien que l'on puisse avoir quelques doutes à présent lorsque l'on considère ce système, toujours pris comme étalon pour la prononciation des néologismes, tant il semble éloigné de toute phonétique chinoise, même rapporté aux reconstitutions phonétiques du chinois de l'époque, le but de cette réforme était bel et bien de reproduire la prononciation du continent et permettre la communication, ce qui ne sera pas du tout achevé comme but, n'est-ce pas? On s'imagine facilement que cette révolution eut du mal à être menée intégralement à terme, comme toute révolution culturelle. Et il suffit de considérer le japonais moderne, où les deux systèmes coexistent toujours, assortis d'ailleurs d'un troisième, voire d'un quatrième, mais je n'entre pas dans les détails, pour constater que sa réussite ne fut que fort partielle. On se bat encore, en quelque sorte, dans le quotidien de la langue japonaise autour du décret de 792. Mais c'est en plein cœur de cette période de transition, là aussi, que Kukai se forme d'abord et œuvre ensuite. Mais il est temps, après avoir esquissé la situation, sinon linguistique, du moins langagière de l'époque, d'aborder la personne même de celui que la postérité appellera le maître propagateur de la loi, Kobo Daishi Kukai. Nous l'avons dit, Kukai naît en 774, selon l'opinion la plus généralement répandue, dans la province de Sanuki, l'actuelle préfecture de Kagawa, dans le nord de l'île de Shikoku, sur la mer intérieure. Il appartenait à un clan noble, les Saeki, divisé en plusieurs familles, et que l'on fait parfois remonter à des origines aïnou.
ce n'est pas impossible, mais ça n'engagerait certainement pas disons, la formation culturelle de Kukai. Ce clan des Saeki était aussi inclus dans la grande famille des Otomo, n'est-ce pas? Et du côté de sa mère, le clan s'appelait, nous le verrons plus tard, le clan des Hato, dont on dit qu'il était issu de Kikajin, n'est-ce pas? C'est-à-dire de Chinois assimilés, naturalisés japonais. C'est quelque chose qu'on trouve souvent. Saicho aussi est dit être Kikajin, mais on ne sait pas ce que ça veut dire exactement. Au bout de combien de générations? Vous avez encore maintenant des gens qui se réclament de Kikajin, mais qui ont oublié le chinois depuis longtemps. Si l'hypothèse de Kikajin laissait penser que le chinois, comme langue parlée, avait subsisté dans la famille de la mère de Kukai, ça expliquerait évidemment beaucoup de choses, mais malheureusement, là aussi, on ne peut rien dire de certain. L'endroit de sa naissance est devenu un temple bouddhique, le Sensuji, d'après le nom du père de Kukai, qui était Saeki Yoshimichi, donc Yoshimichi s'écrivant Zensu. Son nom personnel ou nom d'enfance même n'est pas assuré. Nous avons plusieurs sources à ce sujet. Il serait appelé Totomono, qui voudrait dire Buchu, n'est-ce pas? Enfin, le petit précieux, un peu comme en chinois moderne, Bao Bao, n'est-ce pas, le petit trésor. Ou bien Mauo, le poisson véritable, qui serait aussi un surnom. Et un troisième nom qui nous a été transmis, Shindo, c'est-à-dire l'enfant divin ou l'enfant prodige, n'est-ce pas, comme on dirait, qui est un terme qui existe encore en japonais. Donc ce troisième nom dit assez, s'il lui a été réellement donné, qu'il avait fort impressionné son entourage. Ce qui n'aurait rien d'étonnant si l'on considère ses œuvres de jeunesse, dont nous parlerons la semaine prochaine. On ne sait que très peu de choses sur la première partie de sa vie, avant qu'il ne devienne un personnage public. Mais nous avons la chance peu commune de posséder un très court texte de sa main même, la préface de son premier ouvrage. Je reviendrai sur les circonstances de sa rédaction la semaine prochaine. Son premier ouvrage, donc, qui est la convergence des trois enseignements, le Sango Shiiki. Vous remarquez les bizarreries de la prononciation. Je n'entre pas dans les détails, c'est un sujet passionnant en soi aussi, cette confrontation entre le Gohon et Kaon, mais on ne peut pas y revenir ici. Donc, cette préface constitue sans doute le premier essai autobiographique de la littérature japonaise, bien qu'il soit très court. Voici le peu qu'il nous dit, mais infiniment précieux. Je vous lis le texte. Lorsque j'eus l'âge où la volonté se tourne vers l'étude, shigaku, c'est-à-dire 15 ans, enfin 14 ans dans le système français. Vous savez que c'est une citation de Confucius que l'on trouve encore très souvent. Donc, shigaku veut dire 15 ans. Je me mis à l'étude avec application auprès de mon oncle maternel, un lettré fonctionnaire du clan des Hato. Je ne vous donne pas ce qu'a dit Kukai, c'est assez compliqué, mais ça désigne Hato no Otadi, donc l'oncle et le mentor de Kukai, qui le fera sans doute entrer à l'université. À l'âge de 18 ans, je m'en fus étudier à l'université. Alors, je traduis par université, ça fait un peu très moderne. C'est le composé que je vous donne ici, n'est-ce pas? Kaishi, le premier caractère, ça s'écrit avec la clé de l'arbre et oni après. Enju, n'est-ce pas? Désigne un arbre qu'on appelle parfois, pour simplifier, le sophora. Marcher au sophora, Kaishi, signifie université, c'est un mot élégant en chinois pour dire lieu d'étude, n'est-ce pas? Donc je m'en fus étudier à l'université. Alors il s'agit probablement du Daigakuryo de Nara, mais là aussi c'est quelque chose de très controversé, donc le grand centre d'enseignement noble de Nara. J'étais découragé de ma paresse, malgré neige et lucioles, fâché de ma négligence, malgré cordes et poinçons, n'est-ce pas? Vous voyez que Sekkei Yukit Hotaru, vous connaissez tous la chanson écossaise « Ce n'est qu'un au revoir mes frères », qui est traduite en japonais justement avec Yuki et Hotaru, ça désigne l'étude, n'est-ce pas? Ce sont le condensé de 4 anecdotes chinoises sur des sujets ardents à l'étude. Le premier était trop pauvre pour s'acheter de l'huile pour sa lampe, donc il étudiait au reflet de la neige à sa fenêtre.
L'autre avait capturé des lucioles qu'il avait mis dans une sorte de pochette de gaz et les lucioles l'éclairaient la nuit. Et comme il n'y avait pas de café à l'époque et le thé n'était pas très répandu, pour éviter de dormir, l'un avait choisi Josui, n'est-ce pas, Nawa, de se suspendre la tête à une corde, si bien que chaque fois que la tête dodelinait, qui retombait, la corde le serrait, donc il se réveillait, et l'autre se donnait des coups de kiri, n'est-ce pas, de poinçon, pour se réveiller. Vous voyez donc j'étais découragé de ma paresse, malgré neige et lucioles, fâché de ma négligence, malgré cordes et poinçons. Ça veut dire qu'il étudiait autant qu'il lui était possible, mais il pensait qu'il n'arrivait pas à ce qu'il voulait. C'est alors qu'il y eut un religieux, Chamon. Là aussi, il y a trop de discussions sur l'identité pour que j'en fasse état ici. C'est alors qu'il y eut un religieux qui me conféra le rituel ou la méthode mnémotechnique d'Akasha Garba, et Kokuzo Monji no Ho. Il est en effet dit dans un sutra, si l'on récite 1 million de fois ces paroles de vérité, Shingon, donc, conformément au rituel, on obtiendra alors de retenir la lettre et le sens de l'ensemble des enseignements. Et donc c'est une dharani, n'est-ce pas, Shingon, qui permet de tout retenir. Elle est très courte, on la possède encore. Vous pourrez aller la consulter ou je vous la donnerai un de ces jours lors du séminaire. Mais Kukai se livre à cette récitation. Je prêtais foi en cela aux paroles dignes de confiance du grand saint et espérais que les étincelles finiraient par jaillir en battant le briquet. C'est-à-dire que la pratique, à force d'étudier, il finirait par arriver à ses fins. J'escaladais le mont Otaki, que vous avez ici, le Tairyo no Take, n'est-ce pas? Le mont Otaki en la province d'Awa, préfecture de Tokushima, dans le Shikoku, et pratiquait la méditation, Gonnen. Alors, selon le dictionnaire de Nakamura, Gonnen, qui veut dire simplement penser diligemment, n'est-ce pas, désignerait aussi le zazen, c'est-à-dire la méditation assise, mais ce n'est pas du tout impossible. Au cap de Muroto, en Tosa, donc la préfecture de Kochi actuelle, tout ça, ce sont des régions du Shikoku, n'est-ce pas, de l'île natale de Kukai. La vallée n'est pas avare de ses échos, dit le proverbe, n'est-ce pas. Tani, c'est Hibiki Oshimazu. C'est-à-dire que la pratique religieuse n'est jamais faite en vain. Et la planète Vénus, Myojo, m'apparut. Et Myojo, la planète Vénus, c'est la personnification d'Akasha Garba, le Kokuzo de tout à l'heure, un bodhisattva, donc le bodhisattva qui garantit l'efficacité de sa dharani. Dès lors, et ça c'est la marque de sa conversion, alors qu'il l'étudiait au début en vue du confucianisme, n'est-ce pas, il faisait un curriculum normal, dès lors je fus pris d'un dégoût croissant pour la splendeur de la cour et des villes, et aspirais jour et nuit aux brumes des rochers boisés. En voyant le flot des beaux équipages, je me promenais aussitôt à déplorer ces illusions. En apercevant les éclopés et les déguenillés, je ne cessais de pleurer les causes et effets. Ce qui touchait mon regard m'était exhortation. Qui aurait pu attacher le vent? Vous voyez qu'il opère vraiment une conversion bouddhique. Il est saisi du sentiment de l'impermanence des choses les plus splendides. Et c'est une conversion qui le tourne vers l'érémitisme, surtout, n'est-ce pas? Les collines boisées, les rochers boisés, plutôt que vers la pratique bouddhique en tant que telle. C'est à la fois bouddhiste et taoïste, n'est-ce pas, comme attitude. Ce texte très connu nous apprend que le jeune Kukai avait reçu tout d'abord une éducation en chinois classique auprès de son oncle Ato no Otari, lettré connu à son époque, avant que d'aller parfaire ses connaissances dans l'institution la plus prestigieuse du temps, sans doute à Nara, où il entra dans sa 18e année, en 791 donc. Si l'on se souvient que le décret sur la modernisation de l'enseignement des lettres chinoises est promulgué en 792, Kukai fut donc parmi les premiers à bénéficier de la nouvelle éducation. Cela ne doit pas avoir été sans influence sur la singulière qualité de son style, à commencer par celui de l'ouvrage dont nous venons de voir un extrait, qu'il rédigea en 797, c'est-à-dire dans sa 24e année pour la première version. Le grand événement suivant de sa vie fut le voyage à la Chine, comme on disait au XVIIIe siècle, n'est-ce pas, qu'il effectua en 804. Les années d'errance religieuse dans les mondes
donc 804. Les années d'errance religieuse dans les montagnes qu'il décrit dans cette préface n'auraient donc couvert qu'une période fort brève, même en admettant qu'ils se fussent poursuivis jusqu'au voyage. Une dizaine d'années tout au plus, très probablement moins, mais elles eurent une grande influence sur la pratique de plusieurs branches de l'ésotérisme qui s'en réclamèrent plus tard et légitimèrent une vie religieuse extra-monastique. C'est en tout cas lors de cette période, dans sa 22e année, tandis qu'il résidait au Kumedera près de Nara, que Kukai, selon son propre témoignage, aurait eu la révélation, le Kantoku, la révélation du Sutra du Grand Solaire, le Dainichikyo, le Mahavairochana Sutra, le sutra fondamental de l'école ésotérique du Shingon-shu, comme enseignement fondamental du bouddhisme. Cette révélation est à mettre en parallèle avec la conviction qu'eut aussi son grand contemporain Saicho que le Sutra du Lotus, cette fois, devait être au centre de sa doctrine, conviction qu'il exprima dans la lettre par laquelle il demandait à la cour la permission de se rendre en Chine. Donc, de ce côté-là encore, la démarche de Saicho et de Kukai sont assez voisines l'une de l'autre. L'argument de Saicho était, dans sa lettre, était qu'à l'époque de Nara, les écoles de Nara n'étaient pas fondées sur des sutras, ce qui est un peu faux, enfin disons, puisque vous avez l'école Kegon qui est fondée évidemment sur le sutra de l'ornement de splendeur. Mais Saicho propose comme innovation le fait d'avoir une école vraiment fondée sur un sutra, le sutra du lotus. Kukai fait de même, mais cette fois avec le Dainichikyo. Donc c'est par-delà donc la scolastique effrénée de Nara, ils veulent retourner à une sorte de légitimité provenant directement de la bouche de Bouddha, bien que ce soit des Bouddhas différents, n'est-ce pas ? Le sutra du lotus étant prêché par Shakyamuni, le sutra de Dainichikyo, que le nom l'indique, est prêché par le grand Bouddha Dainichi Nyorai. Donc Kukai disposait certainement au Kumedera d'un exemplaire de ce sutra, mais qu'il trouvait cependant difficilement intelligible, en raison du grand nombre de termes et de formules en langue sanscrite. Son désir de se rendre en Chine, où la transmission des textes tantriques en provenance de l'Inde était fort récente, puisqu'elle s'était essentiellement déroulée au cours du 8e siècle et de la fin du 7e, était donc fort compréhensible. Et il est possible que cela ait été un argument recevable lorsqu'il en demanda la permission. On ne s'explique pas cependant clairement comment ce moine, qui se décrivait lui-même comme gyrovague, appartenant à une grande famille en déclin, fut admis à participer à la 16e légation officielle en Chine. Au même titre qu'un religieux confirmé et déjà célèbre comme Saicho. Ce d'autant plus que l'on n'est même pas sûr que Kukai ait été régulièrement ordonné à l'époque. On n'a rien sur son ordination. Alors que, je vous l'ai dit, la discipline monastique, l'ordination régulière avait été fermement établie au Japon. C'est pourtant ce qui arriva, il fut choisi. On sait que l'expédition comportait 4 navires, dont 2 seulement arrivèrent à bon port, l'un des 2 autres ayant dû regagner le Japon et le dernier ayant disparu en mer. Parfois on dit que les 2 navires ont disparu en mer, et je prends l'hypothèse optimiste. Saicho et Kukai n'étaient pas sur le même navire, et leur statut était fort différent. Saicho partait en effet en qualité de Gengakusho, c'est-à-dire clerc, moine étudiant, n'est-ce pas, religieux étudiant, devant retourner, c'est-à-dire un religieux dont le séjour d'études, défini autour de certaines missions, est limité à la durée de la légation et doivent s'en retourner au Japon avec les diplomates, enfin avec les envoyés japonais laïcs. Kukai, de son côté, était Ryugakusho, qu'on écrirait en japonais, qu'on prononcerait en japonais moderne Ryugakuse, c'est-à-dire un clerc devant séjourner. C'est-à-dire qu'il devait rester sur le continent après le départ de la mission pour un séjour qui ne devait en principe pas dépasser les 20 ans. Et il devrait attendre la légation suivante, au moins, pour pouvoir repartir. Les Gengakusho, donc les clercs à retour, si j'ose dire, étaient en principe supérieurs aux Ryugakusho, aux clercs à demeure, étant probablement jugés plus utiles à l'État. Cela se démontre en tout cas à propos de Saicho, puisqu'on explique que l'empereur Kammu, qui lui a donné la permission de partir, ne voulait pas qu'il reste trop longtemps hors du Japon. Il lui avait donné le statut donc de religieux à retour. Les 2 moines partirent donc en 804 et revinrent l'un en 805 pour Saicho, donc après moins d'1 an de séjour, il ne restait que quelques mois au Japon, l'autre en 806, grosso modo 1 an et des poussières. Ce faisant, alors en revenant
en revenant dans la même légation, Kukai enfreignait gravement les règles sévères qui encadraient ses séjours. Le fait de ne pas remplir ses obligations était en principe passible de mort. Je ne sais pas si vous reveniez trop tôt. Et en pratique, c'était en principe, n'est-ce pas? Mais en pratique, ça pouvait valoir l'exil aux coupables. On en a des exemples. On ne sait pas exactement pourquoi son séjour fut ainsi raccourci, ni pourquoi il n'encourut aucune sanction. Vous allez voir qu'il y a une explication possible. Mais si Saicho fut accueilli très favorablement, alors que l'empereur Heizei était dorénavant au pouvoir, on ne sait que peu de choses sur Kukai pendant cette période de retour, jusqu'à l'avènement de l'empereur Saga, où il gagna rapidement en notoriété. Pourtant, il ne revenait pas les mains vides, tout d'abord au sens littéral, puisque son catalogue des objets rapportés, Shōrai Mokuroku, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire le catalogue du futur, ça veut dire ce qu'il a rapporté, n'est-ce pas? Shō ici au sens de prendre. Donc les choses rapportées, tous les grands religieux qui sont allés en Chine rapportaient cette espèce de liste, n'est-ce pas, pour montrer, c'est une sorte de rapport du CNRS, si j'ose dire, qui montrait que leur séjour avait été concret, ils avaient des textes rares, des textes inconnus à rapporter au Japon. Donc ce catalogue des objets rapportés, présenté à la cour à son retour, indique qu'outre les images, statues et objets liturgiques bouddhiques, il rapporte aussi 142 ouvrages, qui sont des traductions récentes, non encore importées, de sutras et de rituels, 42 recueils de lettres brahmiques et de dharani, c'est-à-dire de bonji. Nous allons voir plus longuement au cours des prochains cours ce dont il s'agit. 32 traités, le tout faisant 470 livres, n'est-ce pas, ou fascicules environ. Il est bien sûr évident que ces catalogues d'objets rapportés, que chaque religieux étant allé en Chine, n'est-ce pas, ce qu'on appelle les Nikto-Guhoso, constituaient pour ainsi dire des tableaux de chasse qui donnaient une idée de l'utilité de leur voyage. Mais Kukai rapportait aussi un bagage invisible et autrement précieux pour le bouddhisme japonais de l'époque. J'abrège ici ces pérégrinations en Chine pour n'évoquer que la rencontre la plus importante qui en marqua la dernière partie, ésotérique. Celle avec le moine Huiguo, Keika. Enfin, cette dernière partie est ésotérique. Donc, le moine Huiguo, Keika, qui est né en 746 et mort en 805, n'est-ce pas, 805, c'est-à-dire l'année précisément où Kukai est en Chine, et qui est réputé être le 7e patriarche de la lignée ésotérique. Celui-ci était le disciple direct du moine originaire d'Asie centrale, Amoghavajra, Fuku, qu'on appelle Fuku ou Fuku Kongo, le plus souvent Fuku. Donc, vous savez les dates 705-774, dont le père aurait été un brahmane indien et la mère une princesse de Samarcande. C'est un profil un peu trop semblable à celui de Kumarajiva, mais enfin, pourquoi pas, dont la vie mouvementée ne pourrait être résumée ici, mais dont il faut savoir qu'il était arrivé à Chang'an à l'âge de 10 ans et qu'il rapporta de son voyage en Inde après près de 500 ouvrages et une importante activité de traducteur. 77 ouvrages qui lui valent d'être classés parmi les 4 grands traducteurs du bouddhisme chinois. Et c'est l'un des derniers chronologiquement. Il est considéré comme le 6e patriarche de la lignée ésotérique, donc avant Huiguo, avant Eka. Et Eka reçut de sa bouche des enseignements sur le tantrisme indien, qui était la dernière étape du développement du bouddhisme sur sa terre d'origine. Donc, entre Kukai et l'Inde, il n'y a qu'un seul chez nous, n'est-ce pas, Huiguo, Eka, qui avait, semble-t-il, appris pas mal de sanskrit avec Amoghavajra Fuku. À en croire les témoignages de Kukai lui-même et de ses biographes, la rencontre du vieux moine, enfin pas encore sexagénaire à l'époque, et du jeune religieux japonais de 31-32 ans, fut un grand événement pour les deux, une découverte réciproque où le moine chinois découvre le successeur qu'il attendait avec d'autant plus d'impatience que sa santé était chancelante. Cette rencontre eut lieu au Qingnongsi, au Shōryūji, ou parfois appelé Seiryūji, le monastère de Chang'an, dont Eka avait fait depuis 775 sa résidence, et qui était le centre de diffusion de l'enseignement ésotérique, auquel se rendront ensuite d'autres illustres moines japonais, comme Ennin et Enchin. La rapidité des événements nous permettront de passer rapidement sur eux. L'ayant reconnu comme un religieux de grande capacité, Huiguo Eka
confère à Kukai les initiations ésotériques les plus importantes, successivement mais très rapidement, alors qu'il faut normalement un intervalle entre toutes, n'est-ce pas? La dernière, l'initiation d'Acharya de transmission de la loi, le Dempo Ajari Kanjo, Acharya voulant dire, maintenant d'ailleurs ça veut dire, dans les langues modernes de l'Inde, ça veut dire encore professeur, donc l'Acharya c'est le maître, celui qui peut transmettre, celui qui peut enseigner la loi en toute légitimité et toute autorité, et dont il était dit pourtant que cette initiation ne s'accorde pas à un adepte de moins de 40 ans. Donc, Kukai aurait donc accompli en quelques mois ce pourquoi il était venu prêt et même tenu à passer 20 années avant de l'obtenir. C'est cette carrière religieuse fulgurante qui expliquerait donc son retour considérablement anticipé dans sa patrie, quelques mois après Saicho. Et un retour anticipé et accepté. Il n'a pas été envoyé en exil ou il n'a eu aucune sanction. Il est dès lors considéré comme le 8e patriarche de la lignée ésotérique. C'est une lignée qui est faite au Japon, donc vous comprendrez qu'elle est un peu favorable à Kukai. Mais on n'oubliera pas que le premier patriarche, si on peut dire, de cette lignée, n'est autre que le Bouddha Mahavairochana lui-même, n'est-ce pas? Donc Kukai est le 8e successeur et le 7e successeur de Mahavairochana. On voit ainsi que pour l'historiographie bouddhique japonaise, la lignée passe de l'Inde à la Chine, puis de la Chine au Japon. Si, immédiatement après son retour, le prestige de Saicho, déjà bien implanté à la cour, occulta quelques années l'étoile montante de Kukai, les choses finirent par évoluer en sa faveur, la faveur de Kukai. Il ne faut pas oublier, en effet, que comparé au faste de la liturgie ésotérique, qui est splendide, la sévère scolastique Tendai ne pesait pas lourd, pour ce qui était d'en imposer aux laïcs. Saicho lui-même estimait avoir rapporté de Chine des initiations de cette lignée, mais il était conscient de ne pas être en ce domaine à la hauteur de Kukai. Cela se constate dans la suite des événements. Je vous épargne le détail des étapes de son ascension, pour ne rappeler ici que les principales. En 812, au Takao-sanji, qui deviendra le Jingoji en 824, près de Kyoto, il confère l'initiation du mandala du Kongokai, le Vajradhatu Mandala, n'est-ce pas, le Kongokai Mandala. Nous reviendrons sur ces choses plus tard. Il le confère donc cette initiation à Saicho en personne, c'est-à-dire que Kukai devient le maître d'ordination, le maître d'initiation de Saicho, alors que malgré la différence d'âge, il y a une inversion des rôles ici. Ainsi qu'à des personnalités aussi importantes que Wake no Mazuna, qui est un grand courtisan et officiel de l'époque, et d'une famille, les Wake, qui sont des protecteurs de Saicho. En 818, dans sa 45e année, il s'installe au monastère du Koyasan, bâti par ses disciples, dont Taihan, disciple de Saicho, qui avait fait des défections. Là aussi, c'est une cause célèbre, une affaire célèbre de l'époque. Taihan, l'un des disciples préférés de Saicho, passe à Kukai. En 822, il obtient d'installer au Todaiji un centre d'initiation ésotérique. Et l'année suivante, allant sur ses 50 ans, il se voit confier le Toji à la capitale et confère une initiation à l'empereur Saga. Les relations qu'entretint Kukai avec cet empereur lettré, poète et calligraphe sont pour beaucoup dans le succès de son école. Né en 785, mort en 842, l'empereur régna de 810 à 823, avant d'abdiquer en faveur de son frère, qui devint l'empereur Junna. On le reverra tout à l'heure. Et donc, avant de se retirer ensuite à l'ouest de Kyoto, bâtissant pour sa retraite un palais qui devint plus tard le Daikakuji sur le site de Saga, dont il tira son nom posthume. Ami des arts, ses relations avec Kukai commencèrent dès 810. Si Kukai exerçait une réelle influence religieuse sur l'empereur, qui était profondément attiré par le rituel ésotérique, lequel était aussi réputé efficace dans les affaires politiques, contre les ennemis de l'État et pour apaiser les troubles, ce que l'on peut appeler leur relation d'amitié, dans la mesure où cela était possible entre deux personnes si différentes par leur rang social, était fondé sur un commun amour de la haute culture chinoise, de la poésie et de la calligraphie, certainement avant la religion. Nous avons vu le rôle de Saga dans la compilation du Bunka Shureishu, et le trio que constituaient Saga, Kukai et Tachibana no Hayanari, dont je vois qu'il n'est pas donné ici, Tachibana no Hayanari, qui s'était rendu en Chine dans la même expédition que Kukai, fut connu par la suite sous le nom collectif de Sampitsu. Ah si, je vous l'ai donné en deuxième. Pardon. Sous le nom collectif de Sampitsu, les trois pinceaux, les trois grands calligraphes.
À ce sujet, je ne résiste pas au plaisir de vous relater un épisode célèbre qui met en lumière les relations d'amicale rivalité entre les deux hommes. Elle provient d'un recueil d'anecdotes de jadis et d'aujourd'hui, le Kokon Chomonshu, souvent lu Chomonshu, datant du milieu du XIIIe siècle. Mais j'en donne ici une version en sino-japonais, en Kambun, donc d'Aoyama Sessai, mort en 1843, n'est-ce pas, 1000 ans plus tard, donc après Kukai, qui reprend à peu près littéralement l'ancien récit en japonais classique du Kokon Chomonshu. Cette reprise dans une langue de prestige à une époque aussi tardive illustre bien l'importance qu'on lui accordait. La voici, n'est-ce pas? L'empereur Saga était dès son jeune âge intelligent et passionné de lecture. Devenu grand, il parcourut l'ensemble de la littérature classique et historique, excellent dans la composition littéraire et se montrant sublime dans les calligraphies cursives et carrées archaïsantes, ce qu'on appelle le reisho. À la même époque, le religieux Kukai était également expert dans ces deux styles d'écriture. L'empereur ne manquait jamais une occasion de se mesurer à lui. Vous voyez que c'est une amicale compétition. Un jour, il sortit un recueil de modèles pour les lui montrer, donc une collection de calligraphies rares qu'il trouvait exceptionnelle. Il s'en trouvait un de ces modèles qui dépassait tout en beauté. L'empereur en faisait le plus grand cas et déclara à Kukai « Voici l'œuvre d'un Chinois, bien impossible à égaler. Quel dommage que l'on ne sache pas de qui il est. » Kukai dit « Mais c'est moi qui l'ai fait lorsque je me trouvais en Chine. » L'empereur ne voulait pas l'en croire, parce que le style était différent. Kukai déchira alors la monture pour montrer au souverain, n'est-ce pas, il y a un marouflage qui est, la calligraphie est plaquée sur une autre pièce de tissu ou de papier. Donc Kukai déchira alors la monture pour montrer au souverain l'envers. Il y était écrit « Telle année et tel jour, écrit par le religieux Kukai au Qinglongci, c'est-à-dire au Shōryūji. » L'empereur, rempli d'admiration, fut enfin convaincu. Ici, la version sino-japonaise, qui est d'ailleurs centrée sur l'empereur, vous le voyez, édulcore un peu le modèle japonais, le Kokon Chomonshu, qui dit que l'empereur fut rempli de honte et ne chercha plus à rivaliser avec le moine. Mais on retrouve dans l'un et l'autre texte cet ajout pittoresque. Kukai écrivait simultanément avec un pinceau dans la bouche, un dans chaque main et un à chaque pied. Il était connu sous le surnom de bonze aux 5 pinceaux, Goshitsu Wajo, le bonze aux 5 pinceaux. Cette anecdote est fort intéressante pour l'image de Kukai qu'elle véhicule au Japon à travers les siècles, autant comme héros culturel que comme fondateur de l'ésotérisme japonais. Il n'y a rien de religieux dans cette image, ce qui la rend d'autant plus remarquable. De nos jours encore, tout le monde connaît au Japon les dictons Kobomo Fude no Ayamari, n'est-ce pas? Même Kukai peut se tromper de caractère chinois, ou Kobo Fude mo Erabazu, Kukai ne choisit pas ses pinceaux. Le premier proverbe correspondant à tout le monde peut se tromper et l'autre, un mauvais ouvrier a de mauvais outils. Mais ils illustrent bien l'une des raisons du succès de Kukai, qui est apparu au Japon à ce moment culturel crucial que j'ai tenté d'esquisser, l'émulation avec la Chine, non par le biais de l'élaboration de la langue japonaise, mais par la culture directe des lettres chinoises. L'optimisme de l'époque se reflète aussi dans une création importante de Kukai, une école appelée Shugei Shuchin, vous l'avez ici, n'est-ce pas, le 4e avant la fin, le Shugei Shuchin, que l'on pourrait traduire en latin plutôt qu'en français par Studium Generale, qui était le nom des universités au Moyen-Âge, très original par le curriculum de son enseignement et par les étudiants qu'elle accueillait. À la différence des établissements officiels tels que le Daigakuryo, qui enseignait le confucianisme et les sciences, le Shugei Shuchin initiait non seulement au confucianisme, mais aussi au bouddhisme et au taoïsme. Les étudiants accueillis n'appartenaient pas seulement à la noblesse, mais aussi à des milieux plus populaires. Il y avait même une sorte de système de pensionnat pour la subsistance des plus pauvres. Malheureusement, cette abbaye de Thélème japonaise dura à peine 20 ans et fut fermée 10 ans après la mort de son fondateur. Elle a été recréée à l'époque moderne en 1949 et elle existe encore, donc près de Kyoto. C'est une école liée au Shingonshu. La dernière partie de la vie de Kukai se divisa entre la consolidation de ce qui devint le centre de l'école Shingon, Shingonshu, donc qui est une appellation officialisée dans un décret de l'empereur Junna pour la première fois, c'est-à-dire donc le site du mont Koya avec son monastère, le Kongo-buji,
isolé dans les montagnes de Wakayama et au sud d'Osaka, donc, et le monastère urbain du Toji, qu'on appelle aussi le Kyogokuji, à la capitale, au sud de la capitale. Désormais, le plus célèbre religieux de son époque, il passa les toutes dernières années au Koya, et il eut plus de chance que Saicho, puisque la cour donna la permission officielle à l'école d'ordonner des moines la dernière année de sa vie, en 835. On connaît l'ultime mystère de sa mort. Il n'a pas été incinéré, mais son corps intact a été enterré, et il est considéré comme entré en samadhi, nyujo, état qu'il aurait préparé en entrant en méditation et en jeûnant progressivement jusqu'à la complète abstinence. Les fidèles attendent son retour comme celui d'un Bouddha médian entre Shakyamuni et Maitreya, Miloku, n'est-ce pas, qui est le Bouddha du futur. Kukai viendrait entre les deux, un peu comme l'empereur Frédéric Barberousse. C'est une sorte de millénarisme qui dure encore. Ultime témoignage de son rôle littéraire, le grand poète en sino-japonais de Kanshi, donc Sugawara no Michizane, dont nous avons vu le grand-père tout à l'heure, est aussi considéré comme une renaissance de Kukai. Donc, après cette esquisse bien suffisante, mais où je me suis efforcé de remettre Kukai dans la perspective langagière qui nous intéresse ici en premier lieu, nous évoquerons au prochain cours l'œuvre qu'il a laissée, et je vous laisse sur cette image, donc du moine aux 5 pinceaux, qui est une image fort peu religieuse, mais qui donne un autre aspect de Kukai qu'il faut aussi retenir. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.